Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te vient avec un tout nouveau sujet tout frais. Samir, c'est quoi le sujet du jour? Eh bien, le sujet du jour, c'est comment ton confort, en fait, peut nuire à ta santé mentale. Alors, ça nous vient ça nous a été inspiré par un livre qui s'appelle The Comfort Crisis, qui a été écrit par Michael Easter comme Easter Egg, qui est un auteur à succès, qui a été régulièrement classé en best-seller par le New York Times. Et en fait, dans la majeure partie de ses livres, en fait, il explore justement la santé physique et la santé psychique. Et dans ce bouquin, il parle principalement comment aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentales, notre confort moderne, en fait, est pas aussi bon que ça pour notre santé. Et surtout notre santé mentale. Ok, donc finalement, être venu au monde avec une petite cuillère en argent dans le derrière, bah c'est pas une bonne chose. C'est ça. Et je sais, on la met dans la bouche, la petite cuillère. Alors peut-être que Julien, il y a des personnes qui nous diront bah non, c'est le contraire, parce que c'est vrai que le confort moderne a permis aussi une augmentation de la durée de vie, en fait, la moyenne de vie pour une grande partie des gens. Mais ouais, dans quelles conditions? Parce que demain, moi, tu me promets de vivre jusqu'à 120 ans, mais si c'est pour finir entre quatre murs et puis être capable de réfléchir, de parler, de faire quoi que ce soit, débrancher en fait, s'il vous plaît. Non, mais c'est sérieusement là, c'est comme débrancher. Tu coûtes une blinde à la société, t'as plus de valeur en tant que tel, en tant qu'individu. Alors tu perds pas ta valeur en tant qu'individu. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, c'est quoi la valeur ajoutée que t'as pour toi, pour ta vie? À part peut-être répondre à ta peur de la mort, ce qui peut être une chose qui peut prendre beaucoup de place et tu peux être accompagné sur le sujet. Mais sinon, c'est quoi le principe? À part devenir un poids pour tes proches, s'ils continuent de venir te voir, à part coûter une blinde à la société. Je te dirais qu'effectivement, après, c'est peut-être des réflexions qui peuvent différer selon la culture. Tu vois, par exemple, chez moi, ma grand-mère, elle a 95 ans. Et on s'occupe, tu sais, il y a la famille. Et c'est ancré, en fait, aussi dans la culture de prendre soin aussi des aînés. Et en fait, on est très heureux, en fait, aujourd'hui de l'avoir encore avec nous jusqu'à, tu sais, à 95 ans. Donc, j'imagine aussi que ça dépend du paradigme, ça dépend de plein de choses. Oui, ouais, il y a de l'interaction. Mais j'imagine qu'il y a de l'interaction parce que, il y a de l'interaction. Là, quand je dis ça, je veux dire, à partir du moment où t'as de l'interaction, puis il se passe des choses et t'es encore, tu sais, t'as encore tes facultés, peut-être pas toutes, mais suffisamment mais moi, je veux bien vivre jusqu'à 150 ans, j'ai pas de problème avec ça. Mais si c'est pour passer les 5 à 10 dernières années de ta vie à juste être déconnecté de la réalité et en fait être un poids pour tes proches, pour la société, pour tout un tas de choses, et même d'un point de vue financier, parce que ce que t'évoques, bah, c'est des choses qui existent plus vraiment, malheureusement, dans les sociétés occidentales, de prendre soin des aînés. On les fout dans une maison de retraite et puis on attend que le temps passe et on chiale sur la facture qu'on reçoit tous les mois. Ouais. Bon, je me rappelle d'une personne que je connaissais justement qui mettait déjà de l'argent de côté. Je crois qu'elle avait 30 ans. Elle commençait déjà à mettre de l'argent de côté pour mettre sa mère justement c'est dans une maison de santé, quoi. Et tu dis c'est bah c'est quelque chose effectivement qu'il faut prévoir, sauf si t'envisages d'avoir une maison familiale. Bon, après c'est pas le sujet du podcast, bien sûr. Mais c'est vraiment pour, tu sais, je le partage comme ça et je sais que tout le monde n'a pas ce point de vue-là, puis c'est 100% ok. Mais je sais que pour ma part, la décision est prise et sera actée si jamais d'une manière ou d'une autre ça venait à se produire, et ça viendra à se produire avec l'âge au minimum. Mais clairement, le jour où il n'y a plus rien qui fonctionne, où t'es juste là pour être là, débranché. S'il vous plaît, débranché. Bah tu sais quoi, Julien, mange 5 fruits et légumes par jour et tout va bien se passer. Je n'ai pas de problème avec ça. J'en mange des fruits et des légumes. Il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement. Après, c'est vrai que c'est plein. Ça peut être un débat. Ça dépend aussi d'où on vient, de notre culture et tout ça. Mais du coup, totalement. Peut-être on se recentre un peu sur le sujet. Et comme tu dis, Julien, effectivement, à quel prix? Parce que effectivement, pour beaucoup de personnes, ça a permis d'augmenter aussi la durée de vie. Mais tu vois, Julien, on constate, par exemple, beaucoup plus qu'il y a de plus en plus de maladies neurodégénératives. En tout cas, peut-être qu'il y en avait avant et qu'on les listait pas, que c'était pas documenté. Mais il y a une augmentation de la durée de vie, mais avec le stress, avec plein de choses justement que la société nous amène, bah, ça crée d'autres problèmes.
Ouais, bah c'est ça, la technologie et l'amélioration en fait des moyens qui sont à disposition de l'individu ont pour beaucoup des effets très positifs sur le court et moyen terme, mais après sur le long terme en lui-même, est-ce que c'est bon? Par exemple, tu sais, tu prends ici où je vis dans une région du monde où il fait particulièrement froid, une partie de l'année. Et ben, en fait, dans cette région du monde, t'as des cancers beaucoup plus prononcés dans la population, parce qu'en fait, bah, les chauffages électriques tournent à donf pendant plusieurs mois, sur plusieurs années. Alors c'est du confort de se dire, bah ok, j'ai pas froid à la maison, je suis vachement bien chauffé, mais en conséquence, bah ça peut amener d'autres problèmes, dont des problèmes de cancer. Et on sait très bien que c'est lié, les deux, qu'il y a un lien justement par rapport à ça. Alors après, c'est pas la seule chose, bien sûr, c'est pas ton chauffage électrique qui fait que d'un seul coup t'as un cancer. Bien évidemment, t'as plein d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Sinon, tous ceux qui ont un chauffage électrique à la maison, on se retrouve en oncologie, on va tous crever la même chose. Hein. Mais c'est de voir effectivement que ça a un impact. Et là, l'impact qui nous intéresse, en tout cas dans ce podcast aujourd'hui, c'est l'impact sur l'équilibre psychologique, psychique, émotionnel. Justement, comment le confort peut remettre en question ta stabilité et ton équilibre et te rendre en fait beaucoup plus vulnérable. Parce que je crois que c'est ça sur lequel le point, en tout cas sur lequel moi j'aurais envie d'insister, c'est la vulnérabilité que du coup ça installe chez toi face aux aléas de la vie et aux problèmes qui peuvent se présenter. Ouais, exactement. Alors peut-être on va commencer du coup, Julien, avec justement la santé mentale, le danger pour la santé mentale. Et en fait, il faut savoir que autrefois, les premiers humains, nos ancêtres les Gaulois ou pas, d'accord, parce que moi je ne viens pas de Gaule, mais partout à 10. Moi je suis plus de l'autre côté. Ouais. Donc en fait, nos ancêtres en fait ils vivaient dans des environnements qui étaient inconfortables et ça favorisait en fait leur survie et leur santé parce qu'ils étaient aussi en contact avec la nature. Ils se mettaient en mouvement, ils n'étaient pas forcément sédentaires comme nous, d'accord. Et aujourd'hui, justement, ce confort qu'on a, on a des voitures, on a, tu sais, on a tout à côté. Si on veut faire des courses, on va dans le, tu sais, au supermarché juste à côté de chez nous. En fait, on n'a pas énormément d'efforts à fournir. Et même ça, parfois, aller au supermarché à côté, des fois, on se dit, oh non, mais j'ai la flemme, etc. Et en fait, ça, c'est les conséquences justement de ce confort-là. Tout est simplifié. Et tout ça, ça a un impact sur la santé mentale. En fait, il faut savoir qu'en milieu urbain, les troubles d'anxiété et de dépression sont environ 39% plus élevés qu'en milieu rural. Énorme. Donc là, déjà, tu te dis, ah ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est énorme parce que finalement, le milieu urbain, c'est celui où tu te dis que tout est plus facile, t'as tout à disposition, t'as les transports, t'as la santé, t'as l'éducation, t'as les loisirs, t'as les musées, t'as tout un tas de choses. Et en fait, ce milieu-là, il est peut-être pas si bon que ça, au final. Ouais. C'est peut-être pas si bien, en fait, de vivre confiné dans un environnement qui est hyper restreint en termes d'espace, en plus. Exactement. Parce que t'as beaucoup de monde. Mais t'as énormément de monde sur peu de kilomètres carrés. Tout est concentré. On est 500 dans un bâtiment à vivre les uns sur les autres. Ouais, 500 encore, ça c'est le minimum. Si tu viens ici aux États-Unis, il y a des bâtiments, c'est une ville entière. Ouais, tout à fait. Vraiment. Ouais. Donc ouais, effectivement. Donc il y a ça, et en fait, il y a aussi d'autres facteurs qui influencent ces troubles d'anxiété et de dépression dans les milieux urbains. C'est la surpopulation, comme tu l'as dit, Julien, mais aussi la pollution sonore. C'est les bruits de klaxons, les bruits de métro, les bruits d'avion, les gens aussi qui parfois peuvent crier. Moi, je te l'ai dit, Julien, là, je viens tout juste de déménager, mais avant à Baltimore, j'étais au nord de Baltimore, donc c'était beaucoup plus calme. C'était des maisons, des trucs comme ça, donc c'était beaucoup plus calme. Maintenant, je vis en centre-ville. Bon, c'est pas une grande ville non plus, ça a 150 000 habitants, un truc comme ça. Mais en centre-ville, il y a beaucoup plus de bruit. Il y a les voitures. Des fois, tu as des gens aussi qui sont énervés, des fois aussi aux États-Unis, il leur manque un petit câble et du coup, qui se mettent à crier, tu les entends. La nuit, surtout les week-ends, tu as les jeunes, parce que j'habite à côté d'Yale University, donc qui ont envie de décompresser parce que toute la semaine, ils charbonnent comme des malades. Donc le week-end, ils font la fête. Et en fait, tout ce bruit-là qui vient là, pendant un moment, j'ai senti que ça venait, ça jouait sur ma fatigue. Ça jouait beaucoup sur ma fatigue, sur mon organisation, sur ma capacité de me concentrer aussi. Et là, on a déménagé il y a 2 semaines tout juste, 2 semaines.
c'est beaucoup plus calme. Et d'un coup, en fait, je te dis pas que je me ressens vivre parce que je me sentais vivre de l'autre côté. Mais c'est comme, tu sais, j'ai un stress en moins. Je me sens moins nerveux. J'arrive à me concentrer. Là, j'arrive à faire des sessions complètes de travail d'1 heure, 2 heures, tu vois. Il y a pas de problème avec ça. Mais de l'autre côté, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, cette pollution sonore, elle vient jouer. Mais il y a d'autres choses encore, hein. On peut parler de la qualité de l'air, on peut parler du contact avec la nature, vraiment, il y a énormément de choses qui viennent comme ça perturber notre santé mentale. Ben ouais, complètement. Puis tu vois, la perturbation sonore, ça c'est un point qui m'affecte beaucoup, le bruit. Ouais. J'ai horreur du bruit, j'ai horreur des trucs qui sont bruyants, j'ai horreur des personnes qui ne tiennent pas compte de ceux qui les entourent et qui font comme s'ils vivaient tout seuls. C'est un truc qui m'insupporte particulièrement. Déjà d'une parce que j'ai pas été élevé comme ça, donc ça rentre pas dans mon système. J'ai des amis qui ont pas du tout ce problème-là et que ça les dérange pas en fait qu'il y ait du bruit autour et que les gens vivent. Alors j'ai aucun problème avec le fait que les gens vivent, mais tu sais il y a un minimum, je pense, de respect à avoir. Et c'est vrai que dans des environnements aussi surchargés comme ça, dans les milieux urbains, bah t'es vite arrivé en fait à vivre avec les autres et avec les habitudes des autres. Et en fait, tu subis finalement ça. Et clairement que le bruit, bah, c'est un facteur très important, justement, de détresse émotionnelle, de stress physique, de fatigue, d'agacement, justement de comportements aussi qui vont venir compenser, de gens plus agressifs, etc. Donc on n'est pas fait pour vivre dans du bruit constamment. Notre cerveau, il est pas il arrive pas à faire une pause, tu sais. Je prends toujours cet exemple-là parce que je trouve qu'il est marquant. Mais quand t'es au volant de ta voiture et que tu cherches une place, ton premier réflexe, c'est de couper la musique. Parce que t'as besoin, en fait, de te concentrer, t'as besoin de te recentrer, t'as besoin d'être capable. Tu sais, tu baisses ta musique, tu demandes aux autres de se taire, tu te concentres, en fait, sur ce que t'es en train de faire. Et si constamment, bah, t'as ça autour de toi, sous prétexte que, bah, parce qu'il y a du confort, parce qu'il y a de la modernité, parce qu'il y a de l'accessibilité, parce qu'il y a tout un tas de choses, bah, en fait, c'est problématique. Et je sais pas comment sont les murs. Enfin, je ne sais pas si je sais à peu près comment sont les murs aux États-Unis. Oh, c'est pareil que chez vous au Canada. Voilà, c'est la même chose. Dans certains immeubles, c'est du carton-pâte en fait. Tu vis avec tes voisins. Ouais. Même le double vitrage. Si t'écoutes pas la même émission de télé, ça va être compliqué. Ouais. Bah ouais, ça c'est sûr. C'est sûr que même le double vitrage, Julien, c'est pas du vrai double vitrage ici aux États-Unis. C'est très rare de tomber sur. Non, c'est ça. C'est des fois on me dit ouais c'est du double vitrage, mais c'est comme je pense que vous avez loupé un truc dans le concept du double vitrage et de l'utilité de la chose. C'est ça. Exactement. Mais après c'est d'autres normes, tu sais, c'est d'autres normes. Mais après c'est applicable aussi, tu sais, en Europe, c'est applicable en France, c'est applicable dans plein d'autres pays. Mais clairement que tout ça en fait, ça a un impact sur ta santé mentale. Et peut-être que toi qui nous écoutes, tu t'en rends pas forcément compte, mais des fois c'est bien aussi de repasser en revue ton environnement direct pour parfois prendre des décisions qui sont importantes en mode ok, bah là je me rends peut-être compte que l'environnement en fait il joue sur mon humeur, il joue sur mon bien-être, il joue sur tout un tas de choses. Et peut-être que d'un côté tu gagnes en confort entre guillemets, mais si c'est pour remettre en question ta santé mentale, je suis pas sûr que ce soit aussi bien que ça dans la balance, tu vois. Ouais, exact. Ouais, c'est pour ça, par exemple, tu vas dans des grandes villes, Julien, comme New York, comme Paris. On dit souvent que les Parisiens sont aigris, blablabla. Bah, c'est normal. Vu le nombre de personnes qui habitent à Paris, la pollution sonore, la pollution même en règle générale, le stress aussi lié, parce que c'est une ville aussi où tout va très très vite, bah forcément que ça joue aussi sur l'humeur des gens, en fait, sur les interactions qu'ils peuvent avoir avec les autres. Bah en fait c'est ça aussi qui est drôle, c'est que bon tous les Parisiens sont pas aigris oui. non plus pas, comme tous les New-Yorkais sont pas complètement abrutis et agressifs. Par contre les Bostoniens toujours, je sais pas Julien, les Bostoniens voilà. Bah le peu que j'ai vu, je les ai pas trouvés super sympas. Objectivement, je les ai pas trouvés super sympas. Mais bon après c'est autre chose. Mais c'est dans tous les coins tu vas trouver des cons, puis dans tous les coins tu vas trouver des gens super sympas. Et le truc qui est assez amusant, c'est que si toi qui nous écoutes, demain, tu te retrouves à aller dans une grande ville, que ce soit Boston, que ce soit New York, que ce soit Paris, que ce soit Madrid, ce que tu veux, où finalement il y a vraiment toute une effervescence, il y a des gens qui courent de partout pour aller prendre leur bus, le métro, pour aller bosser, qui sont en stress parce qu'ils sont en retard à droite et à gauche. Ben même toi, en fait, si t'es là en vacances,
si tu fais pas attention, tu vas te retrouver à courir derrière ton bus, à courir derrière ton métro, à courir derrière ton train, à courir pour avoir un taxi, alors que tu es en vacances et que tu as tout le temps du monde devant toi. Mais en fait, tu vas te laisser embarquer. Et c'est là aussi où il faut se rappeler que notre environnement, il a un impact direct sur nous et qui nous influence très très fortement, et qu'on peut pas juste se mettre des œillères en se disant mais non, le monde est beau, le monde tout va bien, je suis très bien là où je suis. Des fois, c'est bien aussi de se poser des vraies questions et de se dire ok, est-ce que l'environnement dans lequel je vis aujourd'hui, dans lequel je passe du temps, il est bon pour moi ou il est pas bon pour moi. Et si jamais il l'est pas en train de te dire tu sais quoi, tu dégages tout le monde, tu dégages tout, puis tu repars à zéro et tu fais ta vie ailleurs, parce que ça résoudra pas forcément le problème, surtout si tu refais les mêmes choix, mais peut-être de voir qu'est-ce que tu peux ajuster en fait. Peut-être tu évoquais le manque de verdure par exemple, Samir. Le manque de verdure, pour certaines personnes, ça ne manque pas trop, même si ça a un impact direct sur notre psychologie. Et pour d'autres, ça a un impact beaucoup plus grand. Et si ça fait 15-20 ans que tu vis dans un endroit où tout est gris et que tu te dis que tu vois pas assez la nature et que ça t'affecte, c'est peut-être le temps de prendre des décisions et d'amener des changements, justement, qui pourront répondre à ce besoin que tu as. Parce que c'est autant la santé physique, on le dit souvent, une fois que tu l'as perdue, c'est très compliqué de la récupérer. Ça prend beaucoup de temps. Ta santé mentale, c'est exactement la même chose. Le jour où ton mental il lâche, tu comprendras pourquoi c'était important d'en prendre soin. Et que c'est dommage que tu l'aies pas fait avant. Exactement. Donc comme tu l'as dit Julien, les solutions qui peuvent être proposées pour cette première partie, surtout la question de la santé mentale, passer du temps en nature, au moins 3 fois par semaine si possible, 20 minutes, d'accord, si possible 20 minutes, c'est vraiment cool. On parlait de New York, c'est vrai que la semaine les gens courent, mais quand tu vas à New York le week-end, Central Park est blindé, surtout quand il fait beau. C'est vraiment blindé parce que c'est là-bas en fait que les gens vont profiter, qui se ressourcent pour le reste de la semaine. Et donc voilà, juste ça. Tu vas courir en nature, tu fais une petite marche, tu profites avec ta famille. Si c'est pas dans un parc, en fait, c'est en campagne, peu importe, mais juste essaye de te mettre en contact avec la nature. La deuxième solution qui pourrait être proposée, Julien, il y avait le fait de s'éloigner justement des villes pendant au moins 5 heures par mois si possible. Ça rentre aussi avec le fait d'aller en nature, mais là c'est vraiment de sortir de la ville si possible. Ouais, prendre de la distance et puis te recharger, changer d'environnement et te recharger à ce moment-là. Mais plus qu'une fois tous les 3 mois, quoi. Si tu le fais déjà une fois tous les 3 mois, tant mieux, c'est cool. Mais si tu peux le faire beaucoup plus que ça, ça sera encore bien mieux. Clairement, ouais. Exact. Après, ce qui était recommandé aussi dans le livre, le dernier point, c'était aussi peut-être d'organiser des retraites en pleine nature sauvage pendant au moins 3 jours par an. Tu sais, généralement, on a des vacances, on a tous des vacances. Si possible, tu prends tes congés dans un endroit où tu es en contact avec la nature, que ce soit la mer, que ce soit la montagne, que ce soit pour aller skier, peu importe, mais juste essayer de t'éloigner des villes au moins 3 jours par an. Si c'est plus, c'est mieux. Ce sera toujours ça de prix, ça sera pas mal là. C'est clair. Et peut-être un point qu'on pourrait rajouter, c'est vrai, je viens d'y penser, c'est quand tu t'éloignes des villes et de tout ce stress justement qui vient des villes, essaye aussi de t'éloigner des technologies. Alors les technologies c'est important, on s'en sert pour le GPS, pour trouver des restaurants, des choses comme ça, mais essaye de pas tomber dans ce piège dans lequel tu tombes là aujourd'hui au quotidien, d'aller sur les réseaux sociaux, de scroller ou d'aller sur YouTube et de passer énormément de temps sur ton téléphone. Utilise-le uniquement pour l'essentiel, te guider, aller dans certains endroits ou autre chose pour planifier. Alors si tu peux planifier en avance, c'est encore mieux, tu n'auras pas besoin de ton téléphone, mais utilise-le principalement pour ça et évite en fait toutes ces dérives qu'il y a aujourd'hui avec le smartphone, parce que comme tu l'as dit Julien, ça fait partie aussi des choses qui aujourd'hui causent énormément de problèmes de santé mentale. C'est certain que tout ça, ça fait partie de notre quotidien, et vraiment l'idée c'est que si toi qui nous écoutes, t'es plutôt technophile et t'aimes avoir de la technologie, t'aimes avoir ton dernier téléphone à jour, que t'aimes avoir ta tablette, ton ordinateur, ton robot connecté pour faire ta cuisine, etc. Tout ça, je veux dire, c'est pas forcément mauvais en soi. Faut pas le diaboliser non plus. Faut par contre avoir un regard qui est important et honnête sur ce que ça fait ou sur ce que ça fait pas. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a quelques années,
mon père me dit, bah tiens, regarde, je me suis acheté un nouveau bracelet connecté. Mon père est très technophile. D'ailleurs, on est très technophiles tous les deux. Et il me dit, tiens, regarde, je me suis pris un nouveau bracelet et tout, il est vachement bien. Puis ça te permet aussi de mesurer ce qui se passe dans ta nuit et comment tu dors et la performance de ton sommeil, puis voir si tu peux améliorer et tout. Et sur le moment, tu sais, je me suis dit, ah, c'est vachement cool. Et puis en plus, le bracelet, bah, tu sais, il est pas si cher que ça. Je pourrais je pourrais me faire plaisir là et puis m'en prendre un et puis voir un peu ce que ça donne. Et j'ai pris ce bracelet là et en fait au bout de 3 semaines, 1 mois, je l'ai enlevé parce qu'en fait je faisais des nuits de merde. Ouais. Tu m'avais Mais raconté sérieusement, en fait je me faisais des nuits de merde parce que j'étais arrivé à un stade où, et pourtant je le sais encore plus maintenant qu'avant bien évidemment, mais où c'était ok, bon, est-ce que ça s'est bien allumé, ok, bah je vais pouvoir m'endormir et puis demain du coup bah je vais voir ce que ça a donné. Et en fait ça crée tellement de pression, mais je m'en suis pas rendu compte au départ, hein, parce que c'était vraiment l'intention de mesurer puis de se dire ok, tiens, je vais voir si je dors correctement, s'il y a des phases que je peux améliorer, s'il y a des choses que je peux améliorer. C'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce que je peux améliorer, mais c'est devenu l'enfer en fait. C'est devenu l'enfer. Et c'est là où tu sais, il faut faire la part des choses et te dire, est-ce que ce que j'ai entre les mains et la technologie qui représente un atout majeur pour l'humain, est-ce que c'est en train de me rendre service ou c'est en train de me rendre malade? Ouais. Et si tu sens que ça part pas dans la bonne direction, dans ce cas-là, faut que tu prennes des décisions et que tu amènes des changements parce que ça va pas se faire tout seul. Ça va vraiment pas se faire tout seul. Clairement. Donc voilà, c'était le petit partage sur la question. Mais c'est toi qui nous écoutes, si le soir tu rentres à la maison en te disant bah finalement j'aurais bien mangé ça, mais sur le robot bah j'ai pas cette option là, donc je vais manger autre chose. Ouais, là tu commences à devenir un peu trop dépendant. Commence à te poser des questions sur bah finalement est-ce que je peux pas juste me préparer un truc de mon côté sans passer par mon robot favori? C'est pas très grave, hein, je le laisse de côté, il va pas me bouder. Mais voilà. Tu c'est m'as juste trompé. voir l'impact. Le robot qui va te Juste faire voir tu m'as l'impact. trompé. C'est ça, il arrive avec un couteau géant, tu sais, avec ses lames affûtées. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Mais voilà, de juste garder ça en tête parce que ça a quand même toute son importance, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Encore une fois, bah, tu sais, trop d'informations parfois peut nous rendre la vie encore plus difficile. C'est vrai que mon bracelet Tellement. connecté. Alors moi, j'ai pas eu ce problème. Mais effectivement, tu sais, si je passe trop de temps à regarder, c'est pas bon, ça va être contre-productif. Mais si tu l'utilises une fois de temps en temps, etc., pour regarder tes trucs. Moi, récemment, je te l'avais dit, Julien, j'avais ma santé cardiovasculaire qui commençait à baisser parce que pendant un moment, c'était l'hiver précédent, là, il caillait tellement que j'ai commencé à être un petit peu plus sédentaire. Là, je voulais pas du tout mettre mon nez dehors. Et vu que je faisais du coup moins de sport à ce moment-là et que tu sais, je restais des fois 2 jours sans sortir, 3 jours sans sortir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma montre m'a indiqué que en fait ma santé cardiovasculaire était en train de baisser. Là où j'étais très au-dessus de la moyenne, là je commençais à basculer légèrement en dessous de la moyenne. Et en fait, ça m'a permis, tu sais, de me dire qu'est-ce qui se passe là? Il va falloir que je fasse quelque chose. Et du coup, en fait, tu sais, j'ai repris le truc en main et en 2-3 semaines, là, tu sais, je suis reparti sur les anciennes données que j'avais. Et parfois, ça peut servir d'indicateur. Mais comme tu dis, il faut un équilibre dans toute chose, en fait. Il faut un milieu juste dans toute chose. Si tu bascules dans l'extrême, là, ça va te pomper ton énergie et ça va être complètement contre-productif. Je connais des gens qui font de l'angoisse avec les outils connectés. Il y en a qui font vraiment de l'angoisse. Ça ne m'étonne pas, hein. Tu sais, je vois ma mère à un moment donné qui faisait une activité sur son téléphone depuis un petit moment. Et mes parents m'ont fait rire parce que un jour elle me dit tu sais, j'ai désinstallé ce truc-là parce que en fait avec ton père on s'est rendu compte que j'étais hyper stressé à cause de ça. Je dis écoute, ça t'a vraiment bien fait de désinstaller cette application-là parce que tu sais, c'est censé te donner du loisir. Si ça devient un truc stressant, c'est pas la peine, oublie. C'est ça. Oublie. Et tu vois tout ce confort qu'on peut avoir qui est accessible, que parfois certaines régions du monde peuvent nous envier, et il y a certaines choses qui devraient avoir accès normalement. En 2025, on en est qu'au début, mais ils devraient avoir accès à un minimum de choses. Mais des fois, on devrait aussi regarder dans l'autre sens et
pas être envieux parce que ça sert à rien de ressentir ça, ça mènera rien de bon, mais en tout cas de revisiter la manière dont on fait les choses, dont on vit les choses, parce que ils ont pas tant de choses à nous envier que ça. Ceux qui vont avoir moins de confort technologique et moins de confort matériel à certains niveaux, on s'entend. On va garder quand même une petite gêne sur des choses qui sont quand même bien confortables aujourd'hui qu'on voudrait garder. Mais c'est de voir que s'il y a peut-être moins de problèmes psychologiques dans certaines régions du monde, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi derrière ça. Ouais, exact. Et alors, attention, on va quand même garder en tête qu'il y a aussi un contrôle des maladies mentales qui est beaucoup moins présent, du coup, dans ces régions-là, et qu'il y a moins de communication, qu'il y a moins d'évaluation. Mais c'est toujours pareil, c'est à partir de quand que l'évaluation en elle-même devient un biais de perception et fait qu'on surévalue le nombre de personnes concernées, alors que peut-être dans la réalité, il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Après, on peut aller loin sur les problèmes parce que, moi, je me suis posé, par exemple, la question l'autre jour de savoir si j'étais une table ou pas, tu vois. Ça, c'est aussi des trucs qui sont très occidentaux. Mais je comprends. Moi, je passe devant mon lustre tous les jours et je me demande si on n'est pas de la même famille, tu vois. Mais... C'est ça. Mais tu vois, ça, c'est aussi des problématiques qui, malheureusement, concernent plus des personnes qui vivent dans des sociétés où on a beaucoup de confort que dans des sociétés où on n'en a pas. C'est ça, c'est des problèmes de riches. Tu vas en Afrique, il y a personne qui se pose la question de est-ce que je suis une table, est-ce que je suis un chien, est-ce que je suis un chat ou autre, quoi. Il y a certainement des personnes qui sont touchées par le trouble de l'identité psychologique, vraiment de l'identité, mais il y a certainement pas justement ce genre de considération où le blanc richissime dans sa tour d'ivoire qui se pose des questions à comment est-ce qu'il pourrait peut-être polluer un petit peu moins quand t'as pas une thune à mettre sur la table pour payer à manger, tu vas poser beaucoup moins de questions quand tu vas allumer ta lampe au kérosène pour éclairer tes enfants le soir. Ouais, puis après on se donne c'est ces personnes-là qui se mettent en donneur de leçons, tu vois. Ils disent non mais pourquoi tu pollues? Mais nous aussi on a le droit au développement, tu vois. Donc c'est ce que t'entends. Et il y a des conflits de paradigme en fait, encore une fois. Ouais. Mais bon, c'est un peu finalement tous ces sujets-là sont connexes et on essaie de pas trop déborder. Mais en tout cas, comprendre, toi qui nous écoutes, que à travers son livre qu'on reprend ici et puis les autres éléments qu'on amène, mais à travers cette crise du confort, de bien comprendre que l'état émotionnel dans lequel tu peux te trouver, les difficultés que tu peux avoir au quotidien, bien sûr, c'est lié aux épreuves que tu as traversées, aux choses qui se passent dans ta vie, mais il y a aussi le fait que si c'est trop confortable, ton système, il n'a pas de raison de développer des stratégies de résilience, il n'a pas de raison de développer des stratégies de dépassement de toi, de gestion des émotions qui sont fortes. Et tu vois, je reviens sur cette problématique qu'on appelle l'agoraphobie, qui n'est pas la peur de la foule, mais qui est vraiment la peur d'avoir peur. Et c'est une peur de tout, qui arrive en fait chez des personnes, souvent vers l'âge de 40, 45 ans, c'est souvent là que ça se produit, où en fait ça se déclenche parce que d'un seul coup, le monde idyllique dans lequel on vit, le monde ultra sécurisé et aseptisé dans lequel on nous a fait grandir, ça se passe plus comme ça. Et quand tu vis dans un monde où t'as confort de tout, t'appuies sur un bouton pour plus avoir froid, t'appuies sur un bouton pour plus avoir soif, t'appuies sur un bouton pour plus avoir faim, t'appuies sur un autre bouton pour plus avoir mal, le jour où la vie t'amène un challenge que le bouton ne peut pas résoudre, là c'est la merde. Parce que tes stratégies cognitives, elles sont pas prêtes. Ton cerveau, il est pas prêt. Ton système nerveux et ton système émotionnel, ils sont pas prêts. Et ça, on l'oublie. Et je crois que c'est un problème qui va se poser de plus en plus. Et je serais pas étonné de voir en fait une explosion de différents troubles dans les années à venir, surtout dans les milieux les plus urbanisés et surtout dans les pays les plus développés. Alors là, ça m'étonnera même pas une seule seconde. Tu sais, Julien, moi, je fais plus mes courses parce qu'il y a plus les dash buttons. Ils ont arrêté Amazon les dash buttons. Donc moi, c'est fini. Voilà, mon frigo est vide maintenant.
Ça, c'est pas cool. Mais tu vois, ça a été développé pourquoi le dash button? Justement, pour la même raison. C'est, t'appuies sur un bouton, hop, il y a une commande qui se fait automatiquement et t'as pas besoin d'y penser ou d'aller sur le site web. Bah, c'est des facilités et c'est cool. C'est de te dire, bah, c'est cool, j'ai un système qui va me permettre de faire mes courses beaucoup plus rapidement, de pas perdre de temps. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir passer du temps à faire d'autres choses, à faire d'autres activités. Sur le papier, c'est ultra vendeur. Si demain tu me dis, regarde Julien, t'as plus jamais besoin de faire des courses. Ok, why not? Mais du coup, ce confort-là, faut qu'il m'ouvre à l'opportunité de faire d'autres choses. C'est le temps que ça me sauve. Si c'est pour que je passe plus de temps devant Netflix ou que je joue à Candy Crush sur mon téléphone ou que je regarde des TikTok, je suis pas sûr du coup de l'intérêt de la chose. Mais bon, ça c'est un autre débat, je pense. Exactement. Est-ce que on va vraiment passer pour des vieux cons à force. Hein. Mais grave. Mais on s'en fout. Allez. Complètement. Est-ce que tu aurais envie de parler peut-être des problématiques de santé physique justement, qui sont la conséquence aussi de ce trop plein de confort? Mais oui, totalement. Bah, en fait, on a dans le cadre de notre confort une surabondance en fait des aliments. Une surabondance, et tu vois, c'est assez amusant parce que j'ai une amie là qui était au Québec depuis quelque temps. Alors elle vit au Canada depuis très très longtemps, et là elle est repartie au Pérou avec sa maman. Et elle est repartie au Pérou et elle me disait, c'est cool, là je repars au Pérou, et tu sais quoi, c'est chouette quelque part parce que quand on va aller faire les courses, il n'y a pas le 10e de ce qu'on trouve dans un supermarché ici. Mais tu sais quoi, ça va me permettre de perdre les 5 kilos que j'ai pris là. Parce que bah, c'est tellement accessible, c'est tellement facile, il y a tellement de trucs de disponibles que finalement bah, tu te retrouves à bouffer de la merde. Et tu vois, ce confort, alors c'est cool hein, de se dire que à n'importe quel moment de l'année, tu peux te manger un kiwi, tu peux t'acheter des avocats, tu peux manger des noix de cajou, tu peux t'acheter du poisson qui a été pêché à l'autre bout du Pacifique. C'est cool quelque part de te dire que tu as cette diversité et cette accessibilité à la nourriture. Alors sans parler de l'impact écologique et tout le reste de ce qu'il y a autour, hein, on va pas partir sur ce terrain-là, mais cette facilité fait que bah aujourd'hui, si tu regardes ce qui se passe dans les chiffres, c'est pas beau du tout. Hein. Aux États-Unis, c'est 70% des adultes qui sont en surpoids. Alors attention, quand on parle de surpoids, d'obésité, puis après ça va jusqu'à obésité morbide, etc. Ouais, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est que de l'obésité. Non, dans les chiffres, il y a les deux. Il y a le surpoids et l'obésité. En France, c'est 47% des adultes qui sont en surpoids. Ça a été multiplié par 7 en l'espace de 20 ans. Et encore une fois, c'est surpoids et obésité. Mais pourquoi ? Bah parce que aujourd'hui, tu vas au supermarché et tu peux bouffer tout et n'importe quoi. C'est vrai. Parce que bah il y a des industriels, parce que il y a des fournisseurs, parce que il y a des exportateurs qui te facilitent la vie et qui te disent bah pourquoi est-ce que tu devrais te faire chier à aller t'acheter des légumes et des fruits puis essayer de te préparer des trucs ? Regarde ce qu'on a fait pour toi, on t'a préparé des boîtes que tu peux mettre au micro-ondes, t'as juste à les réchauffer puis tu peux manger tranquille. C'est très confortable. En comparaison de personnes qui sont à l'autre bout du monde, dans un pays du tiers-monde, qui ont du mal à bouffer 3 fois par semaine, pas par jour, par semaine. Toi, tu te dis, bah, je vais au marché du coin, puis je m'achète 3 boîtes, je fous ça au micro-ondes, je me fous devant Netflix ou Amazon Prime ou ce que tu veux, on s'en fout, on fait pas de pub. C'est vachement confortable de dire, tiens, j'ai un petit creux, je vais aller dans mon placard, je vais aller taper dans les gâteaux. C'est vachement confortable. C'est vrai, il faut se l'avouer. T'as le truc qui est à disposition, c'est prêt, c'est là, c'est facile. Pas de problème. Comme aux États-Unis, alors pas dans tous les coins, et puis ça dépend de ta bourse aussi, mais des fois t'as beaucoup plus intérêt à aller bouffer au restaurant que de te préparer à manger à la maison, parce que ça coûte moins cher, parce que t'as pas d'équipement à payer, t'as pas d'électricité à payer, ça va plus vite. Qu'est-ce que tu te fais chier ? Tu vas au truc du coin, et puis tu te prends un petit truc à grignoter. Tu te prends un petit plat, tu te prends un petit truc préparé. Tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Ce qui est sûr, c'est que c'est trop gras et trop sucré. 10 fois trop. Mais c'est confortable. Ouais. Et ça, c'est comme les pays où le Coca-Cola coûte plus cher que l'eau. Je crois que c'était dans le Mexique, un truc comme ça. Ouais, coûte moins cher que l'eau, pardon. T'as bien raison. Je crois que c'était au Mexique, un truc comme ça, ou dans les pays d'Amérique latine, là,
où en fait les gens préfèrent acheter du coca que d'acheter de l'eau parce que le coca est, je crois, 3 fois, 4 fois moins cher. Ouais, ce qui n'est pas normal. Oui, ce qui n'est pas normal. Hein. Tu sens le poids des lobbies, quoi. Ça fait aucun sens. Ouais. Ça fait aucun sens, mais parce que peut-être aussi que dans ces régions-là, le traitement de l'eau, il est pas très bien maîtrisé, qu'il n'y a pas le matériel pour le faire, ou alors qu'ils en sont à un stade où ça coûte beaucoup trop cher à produire. Et dans ce cas-là, peut-être ça aussi, coûte moins cher d'importer du coca venant tout droit des États-Unis, et même encore, il doit y avoir des usines sur place pour le préparer. Ouais. Mais voilà, il y a cette partie-là, donc déjà qui augmente notre confort dans notre accès aux aliments, qui est pas forcément une bonne chose, parce que tu sais, moi demain, s'il y a plus de supermarché, bon, je vais déjà changer probablement de région et je vais me mettre dans un coin où je peux cultiver la terre toute l'année sans trop de difficultés. Mais objectivement, si demain je devais aller chasser pour aller tuer du gibier pour avoir à manger dans l'assiette, bon, déjà, je pense que je suis mal barré, déjà sur le principe. Et puis surtout, dans ce cas-là, je veux dire, je pense pas que tu vas avoir beaucoup d'obèses. Si on est tous à devoir aller courir dans les champs pour aller se trouver à bouffer, je pense que tout le monde va être hyper fit d'un seul coup. Donc, après, je fais une généralité, ça tient pas compte des personnes qui ont des troubles de santé ou autres, là, bien évidemment. Ouais. Mais c'est voir que ce confort-là, en tout cas sur ce sujet-là, il est pas aussi bien qu'on le pense. Et d'ailleurs, nous, on est les premiers, hein, que ce soit au travers des cours qu'on donne à nos étudiants pour leur certification en coaching, ou que ce soit sur les podcasts ou les articles qu'on peut écrire, on le dit très régulièrement, la zone de confort, c'est pas du tout une bonne idée. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas l'appeler zone de confort. On devrait l'appeler zone de périclitation. On devrait appeler ça différemment pour justement montrer que pas bon là, quand ça devient trop confortable, c'est pas bon, ni pour ton corps, ni pour ta tête, ni pour tes émotions, pas bon du tout. Pas bon. Exact. On a besoin de stimulation, on a besoin de bouger, on a besoin d'affronter des choses. Alors, on ne dit pas de partir en guerre demain, hein, y a des limites à tout, mais on a besoin d'être challengé, de progresser, d'avancer. Hein, oublie pas, il y a que 2 vitesses dans la vie, hein, soit t'avances, soit tu recules. Ah, tu vas encore en perdre, Julien, là, déjà. Oui, aïe. Oh oui, mais ça c'est pas grave. T'es un grand malade, toi. Ouais, mais on n'est pas là pour brosser dans le sens du poil, on est là pour partager de l'info, partager des éléments dans le but que justement chacun puisse grandir et comprendre que il y a des règles universelles, et parmi les règles universelles qui touchent chaque individu, si tu te bouges pas le cul, tu vas dépérir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et par se bouger le cul, je te dis pas faut que tu fasses du sport, faut que tu bouges, bien évidemment, ça on en a déjà parlé, c'est un point qui est important, mais c'est ce côté d'aller chercher de la progression et de comprendre que ton ennemi numéro 1, c'est le confort dans tout. Le confort, c'est ton ennemi numéro 1. Imagine un petit peu, si tu as un salaire suffisamment confortable, t'es prêt à accepter d'avoir un boss tyrannique au-dessus de toi et de le maintenir juste parce que t'as un salaire confortable. Si t'as un confort de vie qui est amené par des actions, des activités autour de toi, qui soit ne sont pas très recommandables, soit qui te pénalisent beaucoup sur plein d'autres points, t'es quand même prêt à continuer parce que tu veux pas remettre en question ce confort-là. Ça fait peur quand on y pense. Il y a des gens, Julien, qui veulent... et on est tous concernés. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui parlent de revenus, tu sais, qui rêveraient d'avoir un revenu universel. Ça, c'est la plus grande prison qui pourrait exister pour l'être humain. Un revenu universel. C'est-à-dire que tout le monde va se dire, en fait, regarde, je gagne suffisamment d'argent sans aller travailler. Pourquoi je vais m'emmerder? Et comment toi, je veux dire, si demain tu es dans cette situation-là, tu serais capable de remettre en question ton gouvernement, ce qui se passe au-dessus de toi, s'il y a des injustices, tu sais, avec ce genre de niveau de confort, en fait. Parce que demain, tu perds tout. Il y a combien de personnes aujourd'hui sont capables de se taire face à des injustices parce qu'ils ont peur qu'on leur enlève tout, qu'on leur enlève cet argent, par exemple, qu'ils perçoivent. Et ils se taisent face à des injustices, des choses très très graves, en fait. On préserve notre confort. C'est ça. On préserve notre confort parce que oui, c'est pas agréable d'amener des changements parfois importants dans notre vie, mais si tu regardes bien ce qu'il y a dans la balance, ton équilibre émotionnel et psychologique,
si tu troques, si tu hypothèques, je vais le dire comme ça, si tu hypothèques ton bien-être et ton équilibre émotionnel et psychologique pour du confort, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la suite. Ouais, je sais plus qui avait dit ça. Il y avait un homme politique américain, je crois, une fois, qui avait dit alors celui qui est prêt à troquer un peu plus de sécurité ou de confort, en fait, contre de la liberté, en fait, plus de liberté contre du confort, de la sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre. Et en fait, c'est ce que tu renvoies comme image, en fait, auprès de ces personnes-là que tu critiques tous les jours. C'est que c'est toi-même qui leur envoie cette image. C'est ok, je suis capable de laisser ma liberté pour que toi, en fait, derrière, tu as plus d'emprise sur moi, en échange d'un peu plus de confort, quoi. Donc, ouais, non, c'est clair que c'est dangereux. Alors que tu devrais jamais avoir à troquer ta liberté pour te sentir plus en sécurité. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de raison de les mettre en polarité, les mettre en opposition. Bah, c'est soit vous êtes libre et puis dans ce cas-là, bah, vous vivez dans un environnement qui est compliqué et qui est risqué, soit vous êtes en sécurité, mais dans ce cas-là, abandonnez une partie de votre liberté. C'est ça. Le choix est vite fait. Sécurité et contrôle. Ouais, c'est ça. Le choix est vite fait, effectivement, quand tu as certaines valeurs ou certains besoins qui sont là très forts, qui vont te pousser à justement prendre les mesures ou prendre de la distance, c'est certain. Mais malheureusement, pour plein d'autres, ça va être un choix tacite qui va se faire, une acceptation tacite. Il y a un super film d'ailleurs sur qui reprend toutes ces thématiques-là, qui s'appelle V pour Vendetta. Si tu l'as pas regardé, je l'adore ce film. Vraiment. C'est un chef-d'œuvre ce film. Exact, il est vraiment cool. Il est fantastique. Il traite tellement de points en fait en profondeur. C'est philosophique, c'est psychologique, c'est humain, c'est émotionnel, c'est sociétal. Ça traite tellement de points que si jamais toi qui nous écoutes, tu ne l'as pas vu, bah pose-toi pour le coup dans ton canapé, profite de ton confort et de ton accès justement aux médias et trouve-le, regarde-le, vraiment. Ça, le regarde pas, alors regarde-le aussi comme un divertissement bien évidemment parce que ça reste un film, mais regarde-le avec un regard de compréhension, de questionnement, de te projeter, de tiens, qu'est-ce que je ferais à leur place? Qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Comment est-ce que j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais suivi V? Est-ce que je me serais mis en résistance face à V pour suivre le gouvernement? Est-ce que j'aurais été Nathalie Portman? Est-ce que j'aurais réagi de la même façon? Vraiment te poser la question. Ça t'amènera à te rendre compte, en tout cas à travers ce film, que ce fameux confort et cette fameuse sécurité qu'on nous rabâche les oreilles alors que ce sont les mêmes personnes qui créent l'insécurité. Ah oui. Qui tentent de nous mettre en sécurité. Hein. Ouais. On va se le dire. Clairement. Bref, on va se faire censurer, Samir. Je ferme ma gueule. On va être dans la merde. On va se faire censurer. Si un jour vous nous voyez disparaître, bah en fait que vous ne voyez plus, vous posez pas la question, hein, c'est que il s'est passé quelque chose. On a mis le nez un peu trop dans la merde, là, Julien. Tais-toi, Julien. Dis pas ça. Alors peut-être, Julien, les solutions qu'on pourrait proposer par rapport à ces problématiques-là. Alors tu avais cité effectivement la nourriture, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. L'auteur nous invite à pratiquer le jeûne par rapport à la nourriture. Oui, qui est pas une mauvaise chose. Ouais. Quand il dit jeûne, il parle pas de faire le ramadan pendant 1 mois comme nous, hein, Julien, c'est dans 2 mois, là. Ça va pas tarder. Bah, ça s'approche, oui. C'est fin février, je crois, hein, que ça commence pour vous cette année. Hein. Mars, ouais. C'est au mois de mars, ok. Ouais. Et en fait, bah, je peux même donner mon point de vue. En fait, le ramadan, on prend pas les personnes qui se pètent le bidon le soir parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais normalement, le ramadan, ça sert à ça. Ça sert à discipliner ses envies, ses penchants, en fait. Si tu veux, nos automatismes. Pendant le ramadan, ce qu'on fait, c'est que on se prive effectivement de nourriture. On évite de tomber effectivement dans l'excès de nourriture. C'est pour ça que je dis, on met de côté les personnes qui se pètent le bidon le soir parce que là, franchement, c'est pas du tout le ramadan, ça. C'est se priver de nourriture toute la journée et puis le soir, tu fais un festin à la moitié par à la poubelle. Là, vraiment, voilà. Si tu fais partie de ces personnes-là, remets-toi en question parce que c'est pas du tout ce qui est demandé. Là, c'est du gâchis et c'est très, très grave. Donc, en fait, l'objectif, c'est justement d'apprendre à se discipliner. Si une personne a l'habitude de jurer, c'est-à-dire de dire des insultes, bah, en fait, pendant le ramadan,
elle fait un peu d'effort sur elle-même pour en dire moins. Si elle a l'habitude de s'énerver, elle prend la conscience que justement en se privant de nourriture, si tu t'énerves, tu perds beaucoup plus rapidement tes réserves d'énergie à ce moment-là. Donc, tu as tout intérêt à éviter de t'énerver. Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est ça que l'auteur va nous amener à faire, c'est de jeûner, mais tu sais, c'est pas de jeûner une journée complète, mais par exemple, des fois, de sauter un repas, de sauter un goûter, de sauter le petit déjeuner, une fois de temps en temps, justement pour éviter de manger pour manger, en fait, mais de manger plus quand tu as faim, en fait. Et ça, le fait de travailler comme ça sur ton esprit, de regarde, je vais pas te donner à manger quand tu me le demandes parce que tu as juste envie de manger, je te donnerai à manger uniquement quand tu auras faim. Ça, en fait, ça permet de travailler son muscle, en fait, de l'autodiscipline et d'apprendre à reprendre le contrôle sur soi ou la maîtrise sur soi. Si on utilise un mot qui est un peu plus adapté, c'est la maîtrise sur soi. Ouais, c'est un super truc effectivement que tu partages là, parce que ça va travailler à tellement de niveaux en fait. C'est pas juste pour le fait de dire je fais un jeûne, mais c'est toute la discipline effectivement qu'il y a derrière. Et puis comprendre, si on refait le parallèle avec la notion de confort, tu pourrais aussi te laisser aller et dire j'ai 2 paquets de gâteaux dans le placard, j'ai des chips, j'ai un peu de fromage au frigo, j'ai un bout de pain qui traîne, j'ai un peu de confiture, j'ai un pot de Nutella, j'ai une tablette de chocolat qui traîne. Tiens, j'ai faim, je vais manger. Ouais. Non, justement en ayant cette discipline-là et en sélectionnant en fait le confort plutôt que de le subir et te mettre dedans et puis juste vivre le confort parce qu'il est là, c'est de le sélectionner avec un petit peu plus en conscience, avec une intention en fait particulière derrière. Et ça changerait en fait, je pense, beaucoup le rapport à la nourriture ici, mais à plein d'autres choses. Exact. Ouais, exactement. C'est totalement ça. Et aussi, quand on parle de cette notion de jeûne, tu peux l'utiliser avec d'autres choses. Tu peux jeûner avec les réseaux sociaux. Là, tu dis, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux toute la journée. Aujourd'hui, c'est le week-end, je l'utilise pas. Pendant une journée, j'utilise pas mes réseaux sociaux. Pendant 10 heures, non, mais moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans la famille des Kardashians, Samir. Je ne peux pas me passer des réseaux sociaux. Non, mais t'imagines? Je loupe un épisode. Et en plus, il faut que je sache ce qui arrive. Mais oui, mais moi, je veux savoir ce qui arrive à Britney Spears. Parce que j'ai revu des photos récemment, on sait pas trop si elle est en bonne santé ou pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'elle a été séquestrée en plus, il me semble. Je ne sais pas. Sans rire, je souhaite à cette personne que tout aille pour le mieux pour elle. Oui, j'espère. Mais voilà, c'était pour la petite blague, quoi. Ouais, non, mais bon. Parce que objectivement, ça change rien à ma vie, donc c'est pas un sujet. Mais j'ai envie, tu sais, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, j'ai envie de te poser une question. Tout ce temps que tu passes justement à suivre tes influenceurs favoris toute la journée, parce qu'il y en a effectivement qui racontent toute leur journée, donc en fait tu les suis limite en live, en fait. Tout ce temps-là que tu passes justement à vivre ta vie au travers d'un influenceur, imagine que tu l'investissais sur toi-même. Imagine que ce temps-là, tu l'investissais sur ta propre vie. Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui? Là, c'est la question que je te pose. C'est une sacrée différence, hein. Ouais. Ça ferait probablement une sacrée différence. Clairement. Donc, voilà, en tout cas, on a fini, je pense, avec ce point-là. C'est désagréable, Samir. Ouais, je sais, mais je m'en fous. T'es pas content, c'est pas grave. Et si t'es content, tu t'abonnes, s'il te plaît. Voilà, parce que... Exactement. Voilà. Parce que tu sais, on pourrait être comme les autres influenceurs sur TikTok, là. Tu sais, il y a ton enfant qui vient de se taper la tête par terre et qui est en train de pisser le sang et tu demandes à tes abonnés qu'est-ce que je fais. Parce que ça c'est déjà arrivé, ce genre de choses-là. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Ça continuera d'arriver encore, malheureusement, mais... Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je suis en panique. Mon enfant, il se vide de son sang. Je dois faire quoi? Achève-le. Je sais pas. C'est ça. Tu sais, en plus, je le dis vraiment en plaisantant, mais il y en a qui seraient capables de faire la blague et d'autres qui seraient capables de le prendre comme ah ok, faut que j'arrête les souffrances là. Ok, je l'achève comment? T'imagines? Oh mon dieu. Non, mais c'est horrible. Tu sais, j'en ris parce que. Et c'est moi qui est désagréable. Noir. Mais le pire, c'est que ça pourrait se produire. C'est ça le plus inquiétant. Non, mais je pense qu'on est... Ouais. Bref. On va arrêter avec les réseaux sociaux, mais peut-être aussi un autre point qu'on pourrait rajouter, c'est de limiter les aliments réconfortants, parce que tout à l'heure, on disait, tout ça, ça cause des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression. Et la nourriture, c'est une manière de manger aussi ses émotions. C'est une manière aussi de sortir de ce stress. En fait, bon, on sort pas réellement de ce stress, mais c'est comme une réponse directe, en fait, de je veux mettre ça de côté tout de suite.
Et en fait, la nourriture, c'est une manière de manger ses émotions. Donc, attention à ça aussi, de limiter j'ai une ces aliments. solution, Samir, pour ça. Ouais. Si t'es stressé, mange un cactus. Ok. Voilà. Comme ça, tu vas voir les aliments réconfortants. Ça passera pas. Ça va tellement piquer, ça passera pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et pour clôturer, parce que à chaque fois j'en rajoute, Julien, mais pour clôturer ça suffit, Samir. cette partie, justement, tu limites les aliments réconfortants. On te dit pas d'arrêter complètement, d'accord? Un chocolat une fois de temps en temps, ça va. Sauf si tu sais pas te contrôler. Là, peut-être qu'il faut que tu te sèvres complètement, je ne sais pas. Mais voilà, de limiter, mais à côté aussi peut-être de faire un peu plus d'activité physique. Ça va t'aider justement. C'est bon pour ta santé physique, c'est bon pour ta santé mentale. Donc, que ce soit de la marche, que ce soit de la course, que ce soit du HIIT, hein, Julien, peu importe ce que tu fais, l'important c'est que tu bouges. Ça peut être de la danse. Aussi. Pareil. Aussi. Si t'aimes il vaut mieux que tu danses dans ton salon que tu sois dans ton salon en train de regarder Danse avec les stars, par exemple. Exact. Ça sera plus constructif. Totalement. Après, tu peux faire les deux aussi, si t'as envie. tu peux faire les deux. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien l'idée. Alors peut-être, Julien, on a parlé, et c'est drôle parce que là, ça rejoint l'index de computation un petit peu. On a parlé de la santé mentale, on a parlé de la santé physique. Et là, il reste la santé de l'esprit. Les dangers que ça représente. Ouais. Alors, les dangers que ça représente, dans tout ce confort qu'on peut avoir, nous, on a quand même une abondance de loisirs qui sont disponibles. La télévision, les réseaux sociaux, l'ordinateur, les chaînes en ligne, le YouTube, tout ce que tu veux, les jeux vidéo, etc., etc. Et tout ça, on s'en rend pas compte, mais on est victime d'une surstimulation à laquelle notre cerveau est pas vraiment prêt, parce que on a quand même fait un bond technologique hyper important à plusieurs moments dans notre histoire, mais particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, et il y a eu énormément de choses qui se sont mises en place et qui se sont développées très 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 vite. Et ce qu'on a oublié, c'est que notre cerveau, nous en tant qu'individus, on n'a pas tant évolué que ça. Et parce qu'on n'a pas tant évolué que ça, c'est qu'on se retrouve en fait à imposer à notre cerveau une surstimulation permanente qu'il n'est pas en mesure de gérer correctement. Et tout ça, ça amène du brouillard mental, t'as l'esprit saturé, t'as de la surcharge mentale, t'as des difficultés à réfléchir, t'as du mal à prendre des décisions, t'as des relations sociales qui sont en déperdition, t'as du mal à créer des choses, à connecter à ta créativité, à ton intuition, t'as du mal à te reposer, à récupérer, et en fait, c'est problématique. Donc, il y a une espèce de lutte silencieuse, mais qui est énorme contre la notion de l'ennui, puisque aujourd'hui, si tu me dis je m'ennuie, pour beaucoup, ils vont se dire attends, il y a un problème, tu t'ennuies, mais en fait, il y a plein de trucs à faire. T'as des activités à la maison, t'as l'ordinateur, t'as ton téléphone, t'as ta tablette, tu peux regarder un film, tu peux jouer à un jeu vidéo, tu peux ceci, tu peux cela. Et il y a une espèce de croisade, j'ai l'impression, qui s'est développée contre l'ennui à travers tout ça, où limite, c'est problématique si t'as 1 minute de ton temps dans ta vie où tu ne fais rien. Où il y a rien qui est présent. Il y a aucune activité, il y a aucune notification, il y a aucune news qui arrive jusqu'à toi. Alors qu'en fait, l'ennui, il est super, super, super important parce que il permet à ton esprit de se régénérer. Il te permet de connecter à ta créativité. Il te permet d'intégrer, en fait, ce que tu penses, ce que tu réfléchis, ce qui se passe. Et le manque d'ennui, le problème, c'est que ça augmente tes risques d'anxiété et de burn-out, déjà, dans un premier temps. Mais ça peut aussi expliquer, peut-être, en partie, pourquoi il semble y avoir une diminution du QI moyen chez l'individu en Occident. Peut-être parce que, justement, il s'ennuie plus assez, qu'il n'a pas le temps d'intégrer l'information, qu'il n'a pas le temps de digérer, de faire les choses. Ou, on le dit souvent d'une génération à l'autre, quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui, quand on est devenu plus vieux, on a toujours l'impression qu'ils sont plus cons que ce qu'on était nous à leur âge. Mais je sais pas dans quelle mesure c'est juste une impression ou s'il y a vraiment une réalité, et la question justement de ce QI qui baisse, c'est quand même là. Donc, est-ce que le confort y est pour quelque chose? Je mettrais bien un petit billet pour dire que oui. Ouais, tu sais, Julien, si ça on me fait devait penser parier. à un truc. Je suis nouveau papa, donc tu sais, je suis concerné par cette problématique-là et j'espère que je tomberai pas dans le piège. On parle de confort. Les parents. Aujourd'hui, beaucoup de parents, pour pas avoir à gérer les enfants quand ils sont énervés, ils leur filent quoi? Un smartphone, un téléphone portable.
en bas âge. Tiens, prends la tablette. Voilà. Regarde les Teletubbies. Ça va aller mieux après. Et je suis choqué parce que récemment, il y a pas très longtemps, j'étais à un restaurant. C'était un centre commercial et il y avait un restaurant au milieu, tu vois, ouvert. Ouais. Et en fait, il y avait un parent qui avait donné à son gamin Julien 2 ans, qui avait le téléphone entre les mains, en train de regarder quelque chose. Et moi, ça m'a choqué. Ma femme aussi, ça l'avait choqué. Comme je te dis, j'espère ne pas tomber dedans parce que c'est vrai qu'avec le train de vie hyper stressant, le fait de courir partout, il y a beaucoup de parents qui sont désemparés et qui, tu sais, par facilité, préfèrent donner un téléphone à l'enfant. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, toi qui nous écoutes, c'est que, en fait, t'es en train de détruire ton gamin. Tu le détruis littéralement. Les études qui montrent aujourd'hui comment le smartphone est en train de détruire la future génération, ça détruit leur autodiscipline, ça détruit leur créativité, ça détruit leur capacité à prendre des décisions. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'observer leur environnement, d'interagir avec l'environnement, de réfléchir, de développer la créativité, de penser, de poser des questions, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en mode passif devant un écran à regarder quelque chose. Surtout qu'en plus, c'est pendant les années où le cerveau se développe le plus. Non, techniquement, jusqu'à l'âge de 12 ans, un enfant ne devrait pas avoir accès à un écran. Normalement. Il me semble que c'était 12 ans ou c'était 11 ans, quelque chose comme ça. 9 ans, je sais plus. Bref, j'ai plus les données exactes, mais à partir d'un certain âge, effectivement, vu que ça fait partie de leur vie, on les accompagne. Mais c'est aux parents de les accompagner. On les laisse pas seuls face à l'écran. C'est comme, OK, t'as une recherche à faire? Tiens, regarde. Tu te mets à côté de moi, prends la tablette. Comment tu vas faire pour faire ta recherche? Alors, tu vas faire ça parce qu'ils doivent le faire sous supervision de l'adulte, en fait. Sinon, ils peuvent tomber sur des choses encore plus graves, comme la pornographie, Julien, qui, elle, alors là, je ne te dis même pas, ça atomise le cerveau d'un enfant. Ça atomise définitivement le cerveau d'un gamin. Oui, c'est clairement pas fait pour eux. Déjà que pour un adulte, c'est pas forcément le contenu le plus enrichissant et le plus. Je pense pas que beaucoup de gens se bénéfique. D'ailleurs, moi, je me suis regardé un film hier. Je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui ont. Moi, tous les soirs, je rentre à la maison, je me fais un petit porno avec avec un petit popcorn sur le canapé avec le chien. Franchement, on s'éclate, c'est génial. C'est ça. Mais non, c'est sûr que de base, c'est clairement pas un contenu qui va être idéal déjà pour un adulte. Alors pour un enfant, c'est clairement pas le. Non, ça ne ferait aucun sens. Mais tu vois, c'est vraiment pour rejoindre ce que tu dis au final, c'est que ça, c'est une conséquence du confort. C'est pareil, hein, si on parle de la pornographie, c'est le confort de plutôt que d'aller, aller essayer de créer du lien avec une partenaire pour au final, le besoin de reproduction est un besoin qui est central chez l'être humain. En fait, les gens, plutôt que de passer par là, ils vont préférer garder quelque chose, tu vois. C'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui. C'est un vrai problème qui se pose. Et demain, je sais pas si on n'est pas en train de prendre la direction de ce qui se passait dans le film Demolition Man. Je sais pas si tu l'as vu celui-ci. Oui, je me rappelle de ce film-là. C'est très ancien. Mais si je me trompe pas de titre de film, dans ce film-là, les rapports entre individus n'existent plus. Ils font tout avec un casque qui se met sur la tête et la reproduction est contrôlée par le corps médical, il me semble, de mémoire, parce que pour éviter les maladies, etc. Et il me semble que c'est dans Demolition Man. C'est fort probable. Je sais qu'il y avait comment il s'appelle, Sylvester Stallone dedans, il me semble. Je crois que c'est Schwarzenegger pour le côté plus humoristique, même si Stallone sait faire de l'humour aussi, mais c'est bien Sylvester Stallone. C'est Sylvester Stallone. Wesley Snipes et Sandra Bullock. Wesley Snipes. Oui, exact. Ouais. Bah, tu vois, j'étais persuadé que c'était Schwarzy qui était dedans. Mais parce qu'il a fait des trucs un peu similaires. Oui. Schwarzy. Ouais, complètement. Mais c'est ça, cette dystopie-là qui est présentée dans ce film-là, au-delà de ce qui se passe. En fait, on n'est pas si loin là. Ouais, on n'est pas si loin où finalement les individus veulent tellement d'indépendance que aujourd'hui une femme peut faire un enfant toute seule si elle a envie, et tant mieux, c'est très bien. Elle peut se passer d'un homme pour faire un enfant, c'est très bien. Pour l'enfant lui-même, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? La psychologie nous dit que non. Après, il y a des gens qui nous diront le long terme, je sais pas, mais effectivement, il y a des gens qui diront mais non, ça ne pose aucun problème, il n'y a pas de souci. Bon, la psychologie questionne beaucoup de ce point de vue-là. Et puis après, de l'autre côté, on se retrouve avec des hommes qui sont tellement peu sûrs d'eux-mêmes
et qui sont tellement en panique des normes et de ce qu'il faudrait pas, de ce qu'on a le droit, de ce qu'on peut plus dire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, que ils préfèrent aller s'acheter un casque VR et puis de regarder du porno et finalement entretenir une relation avec un personnage virtuel qui ne remettra jamais rien en question, qui sera d'accord avec tout et qui ça se passe déjà au Japon. Ça se passe déjà au Japon. Ouais, mais ça va être alors ceux qui prônent qu'il faut impérativement réduire la population mondiale seront certainement très contents. Après, dans la réalité des faits, ça va être problématique pour la continuité de l'espèce humaine, mais bon. C'est ça. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on est désagréable. C'est un autre sujet, Julien. Samir. Qu'est-ce qu'on est désagréable. Aujourd'hui, je pense qu'on va finir sur le peloton d'exécution un jour. Non, mais s'il y a quelqu'un, Julien, qui nous écoute là et qui est dépressif là, le pauvre, il va se dire mais dans quel non, mais attention, on n'est pas là pour donne des options. déprimer. On donne des options. Là, effectivement, on donne des options et on amène des réflexions. En tout cas, on espère amener des réflexions qui permettent à chacun de revisiter un petit peu son quotidien, sa manière de faire, puis de se rendre compte que il y a moyen qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes pour bâtir une meilleure version de société. Parce que ça dépend aussi de nous, là. Ça dépend pas tellement du reste. Ça dépend de chacun de nous. Plusieurs millions de personnes auront toujours beaucoup plus de poids qu'une poignée de connards qui sont au gouvernement. Pardon, j'aurais pas dû te dire ça. Oula, Julien. Mais c'est sorti tout seul. Mais c'est ça. Si on travaille tous de la bonne façon à développer notre meilleure version, d'arrêter de se taper sur la gueule, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de sympa de l'humanité. Ouais, totalement. C'est peut-être moi qui vis dans un pays de licorne, j'en sais rien. Je sais pas. Alors je vis dans le même pays, mais voilà, juste effectivement, ce qu'on veut t'amener en fait par ce podcast, c'est que on t'amène les problématiques qui sont liées à ce confort-là aujourd'hui dans lequel nous vivons, et on se rend pas compte effectivement que d'autres personnes ne vivent pas dans ce confort aujourd'hui et que tu sais, on a cette tendance parfois justement à être moralisateur, alors que non, en fait, on vit pas dans le même monde, mais ce confort amène aussi des dérives. Il en amène énormément. Des dérives qui n'existaient pas il y a encore quelques années, qui n'existent pas dans d'autres pays, qui sont en train de flinguer aussi les rapports sociaux entre les gens, que ce soit les femmes et les hommes, que ce soit les hommes et les femmes, que ce soit notre rapport nous-mêmes à la société. Donc, c'est important de le savoir, et c'est important derrière aussi de pouvoir poser des actions. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on voit que une partie de la société part droit dans le mur que nous on doit faire la même chose. Non, nous on doit se responsabiliser. Ouais. C'est ça. Tous ensemble, suivez-moi. On va tous mieux. Exactement. Donc voilà, nous en fait, notre responsabilité, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de reprendre la maîtrise de nos mécanismes, qui sont des mécanismes naturels, d'accord ? Mais là, c'est nous qui les utilisons en conscience. Et à ce moment-là, par la suite, on va pouvoir devenir des leaders aussi. Tu vois, toi qui nous écoutes, peut-être que tu seras le leader de ta famille demain ou la leaduse de ta famille. Encore une fois, ça dépend, peu importe. Quand je parle de leader, je parle bien des hommes et des femmes, d'accord ? Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais voilà, c'est que tu prendras le lead et tu vas être capable, toi, demain, potentiellement, de créer une meilleure société, peut-être au niveau micro, c'est-à-dire autour de toi. Et ça va se généraliser par la suite. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un meilleur monde. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint, mais est-ce qu'on fait vraiment quelque chose ? Peut-être que toi, tu te plains, mais tu passes 5 heures sur les réseaux sociaux par jour à regarder du contenu abrutissant. Quelque part, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais t'es une partie du problème. Tout comme moi, quand je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à l'époque, j'étais une partie du problème. Donc, au bout d'un moment... Oui, on l'est tous. Hein. C'est ça. On l'est tous. Après, moi, je le dis objectivement qu'il y a des choses que j'ai aujourd'hui de confort. Pareil. Si je peux éviter de m'en séparer, je vais le garder parce que c'est vachement cool. Parce qu'il y a des trucs de confort où c'est comme, ça c'est chouette, j'aime beaucoup ça. C'est sûr. Ça me ferait chier si demain je l'avais pu. Mais c'est d'essayer aussi de se raisonner et peut-être une piste de progression pour toi qui nous écoutes, c'est de t'intéresser à l'aspect aussi minimaliste. Oui. Pas nécessaire de partir dans l'extrême, mais des fois de te rendre compte en fait que tu peux cohabiter avec de la technologie qui n'est pas en surplus, qui est là pour te faciliter sur certains points, mais qu'après tu vas utiliser aussi ton temps libre et cette énergie disponible que tu mets plus dans autre chose pour pouvoir faire des choses qui sont pertinentes pour toi, de progresser, de travailler sur toi, de
de faire en sorte en fait de contribuer positivement à ta propre vie, mais aussi à celle des personnes qui t'entourent. Donc des fois aussi partir sur cette idée de minimalisme et de voir qu'est-ce que je peux réduire, qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie pour qu'il y ait moins de pression, pour qu'il y ait moins de choses inutiles et que je puisse avancer dans de meilleures dispositions. Ça peut être un moyen aussi, tu vois, de progresser. Et quand tu penses minimaliste, bah c'est pas forcément le truc dernier cri, c'est pas forcément le truc hyper techno. Des fois, c'est des trucs qui sont tout bêtes, mais quand tu les mets en application, bah tu sens en fait que tu retrouves de l'équilibre, que tu retrouves de la stabilité, et tu sens qu'en fait, c'était ce truc-là qu'il te fallait depuis si longtemps pour que tu puisses te sentir mieux. Exactement, ouais. Ouais, ça peut être de lire, par exemple, plutôt que regarder une série une fois de temps en temps. Ça peut être du minimalisme. Ça peut être aussi, Julien, parfois mettre un temps d'écran. Moi, j'utilise des applications sur mon smartphone, justement, où je me dis, bah tiens, entre telle heure et telle heure, j'ai pas forcément besoin d'aller sur Internet, ou j'ai pas besoin de Facebook, ou j'ai pas besoin de YouTube. Bah, en fait, je les fais sauter. J'ai pas besoin de YouTube sur mon smartphone, par exemple, je l'ai bloqué YouTube sur mon smartphone pour éviter que, c'est l'objet que j'ai dans ma poche qui me suit partout. Bah, en fait, je puisse être tenté. Ça puisse t'envahir à ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'est ça. À la place, je préfère écouter, par exemple, un podcast, lire un livre ou un livre audio. Et tu vois, c'est beaucoup plus, parce que sur YouTube, il y a beaucoup plus de contenu. Il y a du contenu intéressant, mais il y a aussi cette capacité de vriller dans du contenu qui ne l'est pas. Ben, oui, il y a de tout. Hein. Ouais. Il y a de tout, clairement. Je préfère un contenu qui est cadré, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire, en tout cas, mais c'est à toi de trouver ce qui te convient le mieux et ce qui créera un peu plus d'équilibre, en tout cas, dans ta vie. Complètement. Ouais. Alors, je pense qu'avec tout ça, on a fait quand même un bon tour. C'est vrai que ce qui nous a inspiré ce podcast, bah, c'est ce fameux livre, hein, La crise de confort, The Comfort Crisis. Ouais. Si jamais toi qui nous écoutes, ça t'intéresse, eh bien, n'hésite pas à aller chercher justement ce livre. Je pense, Amir, tu noteras peut-être les références du bouquin. Ouais. Pour ceux que ça intéresse dans la description. Comme à l'habitude, bah, on t'invite à liker, commenter, partager ce podcast autour de toi si tu sens que ça peut servir aux personnes qui t'entourent pour les aider à penser, réfléchir, à amener des choses sous un angle différent. Comme d'habitude, petit rappel très simple, si tu as à cœur de revisiter aussi ta vie professionnelle et que tu cherches à recadrer en fait tes ambitions, à partir dans une direction différente, à remettre de l'humain en fait au cœur de ce que tu fais au quotidien et de sentir que tu vis d'un métier qui est à la fois rémunérateur mais aussi qui est enrichissant au niveau humain, au niveau émotionnel, qui a beaucoup de sens parce que tu accompagnes les autres à progresser, bien sache qu'on a tout ce qu'il faut pour toi à l'Institut pour t'accompagner dans ta certification de coach professionnel et te donner à la fois les outils, la supervision et l'accompagnement nécessaires pendant ta formation, mais aussi au-delà, pour que tu puisses devenir le ou la coach que tu rêves aujourd'hui d'être et de vivre pleinement de ton activité. Donc, si tu as des questions, si tu as un projet, on est là à l'Institut pour t'accompagner sur ce sujet-là. Même si tu as juste quelques questions à poser, envoie-nous un message dès aujourd'hui parce que ton futur n'attend pas et plus tu vas attendre dans ta zone de confort, moins tu pourras t'épanouir dans ce qui t'attend en dehors de la zone de confort. Totalement. Moi, je vais t'inviter à prendre soin de ta santé mentale, ta santé physique et ton esprit. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.